Bonsoir messieurs, dames. Merci de votre présence, donc d'être venus aujourd'hui pour écouter Paul Leca, qui est doctorant en histoire contemporaine à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et dont le projet de recherche s'intéresse au quartier de la Réunion, donc entre Charonne et Paris, pour la période 1848-1914, donc qui est un peu plus longue que celle dont il va nous parler aujourd'hui. Et il nous fait part ce soir il va un peu dévoiler son sujet pour nous, donc on le remercie beaucoup d'être venu nous parler de ses préoccupations et surtout de la façon dont il appréhende les sources, puisqu'il travaille beaucoup dans notre salle de lecture ici. Donc merci à vous, bonne conférence à tous, et n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones, merci. Donc je vous remercie infiniment d'être venus aussi nombreux, et je remercie les Archives de Paris qui m'accueillent effectivement au quotidien pour le dépouillement de mon fonds d'archives et qui me donne aujourd'hui l'opportunité de venir présenter mon travail. Je remercie tout particulièrement Laurence Benoît qui m'a invité et aussi Vincent Tuchet qui n'est peut-être pas là mais qui m'a beaucoup aidé et beaucoup guidé en fait aux Archives de Paris pendant maintenant ces 5 années depuis lesquelles je travaille ici. Donc effectivement je suis en 2e année de thèse à l'université Paris-Marne-la-Vallée sous la direction de Frédéric Moret. Et ma thèse s'intitule en fait La fabrique d'un quartier ordinaire, le quartier de la Réunion entre Charonne et Paris, à partir de 1848 jusqu'en certainement 1914-1930. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de cette période 1860-1880 qui correspond en fait à un moment que j'étudie à partir d'une source bien précise qui est le calepin des propriétés bâties que vous pouvez retrouver ici. Donc en fait, ma thèse peut être résumée par des questions toutes simples finalement. C'est comment se construit un quartier, qui le fabrique et qui vient l'habiter. C'est mieux là, je sens qu'il y a une poussée de... Et donc, en fait, pour répondre à ces questions, il va s'agir de tenter de saisir l'ensemble des mécanismes qui rentrent en compte dans la production de l'urbain et aussi le jeu complexe des acteurs qui peuvent venir apporter leur pierre à l'édifice. Donc c'est d'une part étudier les opérations urbaines menées par la puissance publique, donc opérations de percée, d'ouverture de rue, opérations de viabilisation ou encore de mise en place de réseaux techniques, voilà, dans tout un panel d'opérations urbaines publiques. C'est aussi s'intéresser à la promotion immobilière en tant que telle, aux propriétaires et à ceux qui construisent en fait le quartier. Et enfin, c'est évidemment s'intéresser aux habitants en tant que tels et à leurs pratiques tant sociales que culturelles. Et j'ai l'impression que c'est redisparu. Et c'est surtout s'intéresser aux dynamiques qui peuvent exister entre tous ces acteurs et comment en fait, par ces dynamiques, ils peuvent créer justement de la ville. Donc une fois ces questions qui représentent le cadre de ma problématique et de ma thèse sont posées, il me faut finalement un terrain d'étude pour expérimenter ces interrogations. Alors moi je souhaitais m'intéresser à la ville populaire, mais aussi en fait à la ville ordinaire, c'est-à-dire en fait se détacher un peu des quartiers qui ont été largement travaillés par les historiens, comme Belleville, comme le Faubourg Saint-Antoine, qui sont des quartiers très marqués idéologiquement et symboliquement, pour m'intéresser à une ville qu'on pourrait dire plus banale, mais qui finalement est certainement plus proche et plus représentative de ce qu'est véritablement la ville. C'est pour cela qu'en fait j'ai souhaité travailler sur la commune de Charonne, qui a été un peu oubliée par les historiens de Paris, mais qui est pourtant finalement au cœur de cet Est parisien populaire. Et en fait, étant donné que je souhaitais donc étudier les thématiques de fabrication urbaine de manière très précise, on pourrait presque dire à la loupe, j'avais besoin d'une échelle d'études encore plus restreinte que l'ensemble charonnais, qui est une commune périphérique à Paris avant 1860. Et donc en fait, l'idée était de me focaliser sur encore un plus petit quartier, sur un bout de Charonne encore. Et cette idée s'est imposée donc assez vite. Et donc en fait, il faut vraiment être bien conscient que ce choix d'une échelle d'analyse, ça représente une forme de sélection d'informations. Et que donc étant donné que je souhaitais travailler sur la fabrique urbaine, mais au plus près, une fabrique urbaine qu'on pourrait vraiment étudier le microcosme de la ville, donc étudier les habitants, les acteurs au plus près, pouvoir les suivre individuellement sur une période assez longue, il fallait vraiment que je travaille sur une échelle d'études très restreinte. Et voilà, avec l'idée de travailler, on va dire, au ras du sol, c'est un terme qui revient souvent dans la micro-histoire, un terme qui revient assez souvent. Alors pourquoi mon attention s'est-elle portée sur le quartier de la Réunion en particulier ? Alors contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout du fait d'un attachement personnel à ce quartier. Je connaissais pas du tout en fait ce secteur de Paris avant de commencer mon travail et d'en faire mon objet d'étude. Et c'est finalement en travaillant sur l'histoire de Charonne et en isolant un certain nombre de caractéristiques propres au quartier que j'en suis venu à sélectionner cet espace urbain. Et donc pour vous expliquer un peu ce choix, je vais rapidement revenir sur l'histoire de la commune de Charonne. Donc la commune de Charonne est une commune périphérique à Paris jusqu'en 1860 avant son annexion. Et ici vous pouvez voir cette commune avec la limite l'enceinte
Donc voilà, vous avez l'enceinte des fermiers généraux qui est la limite administrative de Paris. Donc la ville de Paris se situe ici. Et ici, l'enceinte militaire de Thiers, qui deviendra en vérité la nouvelle frontière administrative de Paris après son annexion en 1860. Donc entre ces deux enceintes, on a la commune de Charonne, qui, comme vous pouvez le voir, s'organise de façon finalement assez typique de ces communes périphériques, avec un vieux village qui s'organise autour de l'église Saint-Germain de Charonne et qui donc descend le long de la rue Saint-Blaise. Et en fait, en vérité, deux faubourgs qui se développent le long des voies pénétrantes à Paris et qui ont explosé au moment de l'explosion démographique justement de Paris tout au long du 19e siècle. Et en fait, vous constatez qu'au milieu, on a un territoire qui est encore uniquement tourné vers l'agriculture, tant maraîchère, bah, du coup je vais pouvoir m'éloigner, tant maraîchère que viticole. Et en fait, c'est ici que va se développer le futur quartier de La Réunion. Et c'est en fait pour cette homogénéité urbaine que j'ai sélectionné ce quartier. Je vais peut-être essayer de parler très très fort du coup, non? Vous n'entendez plus rien? Ah, ça revient. Je suis confus. Et c'est en fait voilà, ça me permettait justement de prendre en fait l'histoire urbaine à ses débuts et d'étudier la fabrication de la ville en fait à partir d'une page blanche. Et donc ça m'intéressait particulièrement. Et en fait, tout au long des années 1840, Charonne va prendre conscience des dysfonctionnements urbains. Va prendre conscience des dysfonctionnements urbains dus à son éclatement et va en fait percevoir l'opportunité que représente ce territoire vierge. La municipalité de Charonne donc va décider en fait de réunir, c'est ça le but de l'opération, de réunir, d'où le nom de rue de la Réunion, de place de la Réunion, de réunir les trois entités. Je vous mets une photo d'une carte de 1900 pour vous montrer un peu l'opération urbaine. Et donc en fait, à partir de cette percée de la rue de la Réunion et de la place de la Réunion, et aussi de la rue de Vitruve là, qui relie à la rue Saint-Blaise, on a cette volonté de créer un nouveau centre, une nouvelle polarité pour la commune de Charonne, avec l'idée, donc on y installe une école, un commissariat, on y installe un asile aussi pour les plus démunis, et donc une volonté en fait de recréer de la ville et de refaire en fait Charonne une ville un peu plus moderne et en essayant de gommer les dysfonctionnements urbains qui avaient pu être le fait d'un développement un peu chaotique au début du 19e siècle. Pardon ? Les trois entités, vous avez les deux faubourgs, le faubourg ici de Charonne et ici du Petit Charonne, ici du Grand Charonne, et vous avez le village historique de Charonne, autour de l'église Saint-Germain de Charonne. Et en fait, donc en 1860, avec l'annexion de Charonne à Paris, là encore, vous voyez sur cette carte du coup que l'enceinte des fermiers généraux a disparu, a été transformée en un boulevard, le boulevard de Charonne pour cette portion, et les limites sont reportées aux fortifications de Thiers. Et en fait, avec cette annexion, le quartier de La Réunion va basculer dans une autre échelle. Il devait devenir le futur centre de la commune de Charonne, et en fait, il va être relégué au statut de simple composante du 20e arrondissement. Et alors, des grands travaux ont été entrepris pour réorganiser le 20e arrondissement qui rassemble à la fois le bas Belleville, enfin le sud de Belleville, et la commune de Charonne, autour de l'opération Gambetta, autour de la place Gambetta, qui, vous pouvez le constater, en fait, est un peu la même logique finalement que la place de La Réunion, à une échelle complètement différente. Et donc, en fait, ce quartier de La Réunion va devenir une simple composante de ce grand arrondissement et va être en quelque sorte délaissé par les pouvoirs publics. Et en fait, pendant toute la période 1860-1870, il y a une chute des opérations publiques urbaines. Il n'y a aucune ouverture de voies, pas de grands efforts de viabilisation et les rues sont dans un état absolument effroyable, sans pavage, sans tout à l'égout. Et donc on a un quartier très précaire qui subit de plein fouet finalement et qui ne profite pas du tout de l'annexion de Paris. Et en fait, il faut attendre la fin de la décennie 1860-1870 avec un retour de l'action publique, mais en fait qui est initié avant tout par les habitants. C'est-à-dire que face à cette situation et face à cette inertie, les habitants vont décider, par le biais de pétitions, de réclamer des transformations urbaines. Et par exemple, vont obtenir, et ça j'ai retrouvé un papier signé de la main d'Haussmann qui confirme cette percée, vont obtenir la percée de la rue Alexandre Dumas. Donc qui vient relier, vous voyez, le cœur du quartier, la place de la Réunion, au centre de Paris en vérité. Et en fait, voilà, ça c'est le deuxième aspect qui m'a beaucoup intéressé dans ce quartier, c'est cette place de l'action publique qui est quand même assez importante pour un quartier de l'Est parisien aussi restreint. Et donc je voulais vraiment étudier comment en fait une société urbaine avait réagi à l'ensemble de ces transformations et de ces percées.
Et donc voilà, en fait la ville se construit donc progressivement en fonction de l'action des pouvoirs publics, des petits propriétaires et des habitants évidemment. Et en fait en l'espace de 30 ans, les anciennes vignes et les champs se sont presque entièrement transformés en un bout de ville et même en un véritable quartier parisien évidemment suite à l'annexion de 1860. Et c'est ce passage de la campagne à la ville que je souhaitais vraiment étudier au cours de ma thèse, et ce dans un espace donc très localisé. Je fais un petit point, est-ce que vous m'entendez toujours bien ou je parle pas complètement dans le vide Et donc, alors l'objectif de mon travail est donc de suivre la ville en train de se faire, et ce presque au quotidien. Et pour une étude comme cela, en fait, il y a aux archives de Paris une source d'une immense importance qui permet ce type de travail, c'est le calepin des propriétés bâties qui est classé donc en D1 P4 et que vous pouvez voir ici pour le cas du 25 rue des Haies. Alors en fait, ce calepin est un document d'ordre fiscal qui permettait à l'administration et à la direction des contributions directes d'estimer les impôts sur le foncier. Alors dans les zones rurales, c'est assez simple d'estimer ce type d'impôt puisqu'il suffit de prendre la taille du terrain et de multiplier ça par une forme de quotient ou un prix qui est affecté en fonction de la qualité des terrains. Et en ville, et en particulier à Paris, il va être nécessaire en fait de collecter l'ensemble des revenus réels de la parcelle. Et c'est de cette façon en fait qu'on va se retrouver 150 ans plus tard avec ces fiches qui s'organisent donc numéro par numéro de rue et qui décrivent en fait de manière très précise chaque immeuble avec une description des propriétaires successifs, on y reviendra tout à l'heure, mais que vous voyez ici, une description du bâti assez importante, et puis après une description en fait bâtiment par bâtiment, étage par étage, puis appartement par appartement, de chacun des locaux qui peuvent accueillir soit des commerces, soit des activités artisanales, ou soit des locataires et des résidents donc. Alors pour notre cas, on a juste le calepin de 1862, il en existe un pour 1852 et 1872, mais c'est très inégalement en fait rempli. Et pour le quartier de la Réunion, le calepin de 1862 est celui qui est le plus complet et en fait s'étend sur une période de 20 ans, donc de 1860 à 1880. Et en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est de travailler à partir de ce calepin et de vous présenter les résultats que j'ai pu en extraire. Et en fait, on va voir au fil de ce calepin comment on peut décrire les manières de construire un quartier et les manières de l'habiter. Et avec donc une présentation qui va s'organiser tout simplement autour de deux parties très simples, les bâtisseurs et les habitants. Je laisse un peu de côté tout ce qui est activité puisque ça ne correspond pas tout à fait au thème du cycle, mais qui est aussi une question très importante et qui est très intéressante par rapport à ces calepins. Très rapidement, je souhaite évoquer les modalités du dépouillement de ces sources, que j'ai pas saisi tout sur papier. J'avais l'intention donc de faire un dépouillement exhaustif du cœur du quartier de la Réunion. Donc vous voyez ici, ça c'est le cadastre de 1896. Et en fait, j'ai exclu les voies qui bordaient le quartier, parce qu'en fait, le dépouillement du calepin était beaucoup trop chronophage si j'incluais ces voies, et je voulais me concentrer vraiment sur le cœur de ce quartier. Et donc pour l'instant, j'en ai dépouillé 350 parcelles que vous pouvez voir ici, ce qui représente à peu près 70% du quartier, et qui va nous permettre d'avoir des résultats assez représentatifs de ce que seront le dépouillement final. Et donc voilà, ça va me permettre de vous présenter les premiers résultats. Je me suis appuyé sur une base de données relationnelle qui en fait permet d'agréger les données en saisissant sur une forme de tableur Excel, et qui me permet surtout de questionner ces données. Et par exemple, je peux très rapidement et de façon très souple demander l'ensemble des professions des habitants du quartier, puis rajouter des conditions, comme demander à saisir l'ensemble des professions qui ont si je veux avoir la profession des résidents qui ont une fenêtre sur cour, par exemple, toutes ces questions-là. De même, vous verrez de nombreuses cartes ce soir, et elles ont été produites à partir du logiciel QGIS. Vous avez un exemple ici, qui est un système d'information géographique, et qui est en fait là aussi une sorte de base de données en fait qui me permet, mais spatialisée en fait. Donc je découpe chacune des parcelles manuellement, et après je rentre les données que j'ai dépouillées dans le calepin, et ce qui me permet là aussi de questionner en fait d'un point de vue spatial toutes ces données. Et là par exemple, je peux demander très facilement de voir la taille, soit la taille des parcelles, ou soit d'avoir tous les commerces qui sont sur rue mais qui sont en retrait par rapport à la voirie par exemple. Je sais pas si c'est une question forcément très intéressante, mais je peux le faire, et je peux donc poser toute une série de questions, et en fait du coup ça me permet d'éviter de poser des questions a priori et de travailler en fonction des données que je récupère, et de questionner en fait a posteriori les données, donc d'avoir un point de vue plus souple sur ces calepins des propriétés bâties. Donc voilà. Là, vous avez le résultat final donc de ce SIG, et donc j'ai passé du coup aux bâtisseurs du quartier, qui sont donc les petits propriétaires qui ont construit les principaux immeubles du quartier. Voilà, on va repartir à partir de la première page du calepin, qui nous donne donc les informations sur les propriétaires et le bâti.
autour de deux parties. Donc ici les propriétaires et ici le bâti. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est qu'on peut s'intéresser à la fois au rythme de la construction, à la typologie du bâti, donc en ayant une description extrêmement précise des types d'immeubles, du nombre d'étages, de l'emprise sur la parcelle, etc. Et aussi au profil des petits propriétaires qui sont les bâtisseurs donc du quartier ou les faiseurs de ville presque. En premier lieu, on trouve souvent dans la description du bâti en fait la date de la construction de l'immeuble et les divers ajouts qui ont été effectués. Et en fait, après le dépouillement des 360 fiches du quartier, on peut déjà étudier la façon dont s'est construit le quartier. Et mise bout à bout, on peut voir une construction en vérité très progressive. Donc là, vous avez sur cette carte en bleu clair toutes les parcelles qui ont été loties avant 1860. Donc entre 1848 et 1860. Et vous voyez en vérité que, voilà, il y a ma souris là, que la construction se cristallise autour de la place de la Réunion de manière assez simple, puisque c'est la grande opération urbaine de cette période 1848-1860. Et aussi elle se développe le long de la rue des Haies, et en particulier au tout début de cette rue des Haies. Donc ça c'est la rue des Haies, qui est en fait une des plus anciennes voies, hein, qui était un sentier avant agricole, et qui s'est développé, qui s'est élargi en fait au fur et à mesure des années. Et donc c'est ici que vont s'installer, au plus près du faubourg Saint-Antoine, qui se situe ici dans la continuité de la rue d'Avron et de la rue de Montreuil, qui vont s'installer ici, les premiers habitants et les premières parcelles loties. Si on regarde la suite, la deuxième décennie entre 1860 et 1869, vous voyez en bleu plus foncé, j'espère que c'est suffisamment clair, que la construction s'est poursuivie en vérité et qu'elle a été au cœur du quartier. Elle a investi donc déjà des parcelles assez longues et commencé à investir les premières impasses, on y reviendra tout à l'heure. Et en fait la construction s'est donc accentuée et poursuivie. Et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1870, on lotit uniquement 51 parcelles, et en fait vous les voyez représentées en noir ici, et on s'aperçoit qu'en fait que la construction va diminuer, et surtout que ces parcelles loties vont être surtout des impasses et des parcelles qui étaient très compliquées à bâtir. En particulier, vous voyez celle-là très longue et très, très mal organisée. Et en fait, c'est que les plus grandes opportunités foncières ont disparu finalement au cours de ces 20 dernières années, et qu'on commence à investir donc les dernières parcelles. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le lotissement de l'ensemble des parcelles ne signifie pas que le quartier s'est entièrement urbanisé. C'est-à-dire que vous le voyez là, il y a des parcelles assez longues et assez importantes, et y installer un immeuble ne signifie pas que tout est rempli. Donc souvent il y a des ajouts d'immeubles qui se poursuivent sur 30-40 ans et qui continuent à densifier le quartier de façon très progressive. Et si on s'intéresse justement à ce que j'appelle les transformations du bâti, donc la construction d'un nouveau bâtiment, l'ajout d'un étage, etc., ou la transformation d'un ancien hangar en immeuble d'habitation, on s'aperçoit en vérité que la décennie de 1870 est aussi une décennie de chute de la construction. Ce qui est assez surprenant, puisqu'à première vue, en fait, je m'attendais à avoir un rythme de la construction presque plus mesuré entre 1860 et 1870, où, comme je vous l'ai dit, il y a une baisse de l'action publique, et que cette construction ressurgirait en fait après 1870 avec l'arrivée d'une véritable volonté politique d'améliorer le quartier, et donc avec la percée de la rue Alexandre Dumas, la viabilisation d'un certain nombre de voies, etc. Et en fait, c'est pas du tout, c'est presque comme si c'était déconnecté, l'immobilier, la promotion immobilière et l'action publique. Et c'est assez intéressant, et je pense que ça peut en partie s'expliquer par le profil en fait de ces petits propriétaires qu'on va voir maintenant. Donc si on s'intéresse maintenant, toujours en revenant à la première page du calepin, à la description des propriétaires, là, donc vous voyez pour le 25 rue des Haies, on a une veuve Deneau qui possédait l'immeuble avant de le revendre en 1877 à des frères Charbonnel, qui habitent rue Comartin et rue de la Roquette, donc dans le 11e arrondissement. Et donc on a des informations assez précises sur ces propriétaires, et en particulier sur leur adresse, moins sur leur profession, même si elle est parfois à noter. Mais en vérité, c'est assez rarement le cas, puisque sur 583 propriétaires, on a 165 cas où la profession est à noter. Mais si on se focalise sur l'adresse, ce qui est intéressant, c'est que dans une grande majorité des cas, les propriétaires habitent dans leur immeuble en fait. Et en fait viennent souvent parfois même y développer leur activité. Et donc cet investissement, c'est aussi un choix de vie, c'est-à-dire qu'en construisant dans le quartier, ils vont décider de s'y installer. Et en fait, donc les premiers investisseurs sont aussi les premiers habitants du quartier. Et en fait, il y a un fonctionnement un peu typique, c'est-à-dire que les gens arrivent, construisent une petite maison à leur usage, et en fait vont continuer après à lotir leurs parcelles pour essayer d'attirer des nouveaux locataires, et donc varier leur source de revenus et augmenter leurs revenus. Mais c'est vraiment initialement
des gens qui viennent habiter dans le quartier et qui après profitent d'un certain nombre d'opportunités foncières. Et donc vous voyez bien qu'on est très loin des spéculateurs de l'Ouest parisien et qu'on est dans une typologie complètement différente et qui donne un bâti du coup complètement différent aussi nécessairement. Si on s'intéresse du coup à leur profession quand l'information est disponible, ça montre aussi leurs conditions de petits propriétaires, puisque alors souvent quand on a la profession du propriétaire, ce sont des commerçants ou des artisans qui vont installer leur activité au sein même de l'immeuble. Donc on retrouve beaucoup de vendeurs de boissons, de marchands de vin, de gargotiers ou même de cabaretiers. On a aussi la présence de petits artisans qui sont propriétaires et aussi des petits patrons d'industrie plus incommodantes comme une fabrique de produits chimiques, d'eau de javel, une fabrique de colle et de pâtes ou encore un atelier de briques. Et donc l'ensemble de ces propriétaires font partie de ce qu'on pourrait appeler la classe laborieuse et vont tenter leur chance à La Réunion en vérité. Et ils vont choisir le quartier de La Réunion qui commence donc tout juste à se développer, certainement pour l'attrait des prix faibles du foncier, le prix modéré donc du mètre carré, qui va justement leur autoriser l'installation de commerces ou d'ateliers ou de logements plus vastes que ceux qu'ils auraient pu obtenir au cœur de Paris, qui est déjà fortement densifié. Donc voilà, c'est vraiment une logique très particulière pour le quartier de La Réunion et qu'on doit retrouver certainement dans l'ensemble de l'Est parisien. Mais ce qui est intéressant aussi, sur quoi il faut s'attarder, c'est que dans cet univers de prix réputé globalement accessible, on a une grande variété, une grande diversité de statuts des propriétaires quand même. C'est-à-dire qu'ils font tous partie du même monde, mais que parmi eux, il y a quand même des différences de niveau de vie. Je prendrai deux exemples. Le cas de Monsieur Maten, qui est marchand de vin au 15 rue de la Réunion, et qui lui, dès 1862, son immeuble accueille, en plus de son débit de vin, un atelier d'ébéniste et une quinzaine de locataires. Vous voyez, plutôt un gros immeuble pour le quartier. Et si on prend au contraire un autre beaucoup plus petit propriétaire, Monsieur Antoine Chabru, qui est brocanteur au 12 impasse Savard, lui vivait auparavant rue d'Angoulême, donc c'est l'ancien nom de la rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e arrondissement. Il va s'installer dans le quartier, y bâtir sa maison, y installer son activité. Mais en fait, en vérité, il peut pas aller au-delà, il peut pas accueillir de nouveaux locataires, etc. Donc il va être, et d'ailleurs, il est noté par l'agent du calepin comme étant indigent. Donc voilà, vous voyez bien qu'entre ces deux extrêmes, bon, évidemment, entre ces deux extrêmes, on va avoir la majorité des propriétaires, mais on voit bien la diversité de types de propriétaires, avec d'un côté des investisseurs qui vont être capables de valoriser leurs parcelles après s'y être installés, souvent des commerçants, et d'autres qui ont juste acheté un lopin de terre pour s'installer au plus près de Paris dans les quartiers avoisinants, et qui sont bien évidemment incapables d'élever des immeubles de rapport et d'accueillir de nouveaux locataires. Et donc en fait, ils viennent tous du même monde, mais globalement, ils sont quand même très divers, avec des capacités d'investissement très diverses. Et en fait, ça influe évidemment sur les manières de construire le quartier. Et donc en fait, on va avoir un quartier très éclaté, avec des typologies urbaines très différentes d'une parcelle à l'autre. Ce qui va donner en fait un paysage urbain très très contrasté. Parce que ce paysage urbain, on peut en avoir une idée assez précise avec cette partie-là, donc la description sommaire de la propriété. Vous le voyez là pour le 25 rue des, on a trois bâtiments, deux immeubles sur rue pardon, avec en particulier au coin de la rue des Vignoles, et un bâtiment qui est construit donc en 1869. Vous voyez ici ça a été barré, mais on voit la date de construction du dernier immeuble en fond de cour. Et donc en fait, alors je vais pas revenir pour analyser ces données, j'ai procédé de deux manières différentes, mais je vais pas forcément revenir dessus en détail. Mais ce qui est frappant en fait lorsqu'on lit les descriptions du bâti dans le quartier de la Réunion, et surtout lorsqu'on on les met bout à bout, c'est qu'on a finalement une description, donc comme je vous le disais, d'un bâti très hybride, encore entre campagne et ville. Alors certes, on retrouve des immeubles un peu comme celui-là qui paraissent très parisiens, très faubouriens finalement, mais en fait près d'un tiers des parcelles s'organisent uniquement autour d'un bâti en retrait, avec une cour ou un jardin devant. Et donc en fait, ces propriétés sont séparées de la rue uniquement par un mur qui est ouvert du coup par une porte cochère ou par une porte charretière. Si on fait un zoom sur le parcellaire, on voit bien ce type de bâti. Ça représente donc près d'un tiers des parcelles du quartier de la Réunion entre 1860 et 1880. Et on voit donc qu'il y a bien un immeuble qui se situe au fond de la parcelle, et ici un mur qui va séparer. Et donc du coup, on n'a pas du tout un paysage urbain classique pour le Paris du 19e siècle. Et on devait, je pense, avoir l'impression en se promenant dans le quartier d'avoir un bâti entre campagne et ville, et donc d'avoir quelque chose de très particulier. Aussi, si je reviens à la description, vous constatez ici qu'il a été barré aussi construction légère, et en fait, donc, ce type d'annotations sont très intéressantes et nous permettent de constater un peu la qualité du bâti. Et j'étais très surpris de constater que près de 100 fiches contenaient des descriptions qui indiquaient que les constructions étaient de type légère.
Et si on regarde les plans de parcelles, ah oui, alors là vous avez du coup du bâti qui vous montre bien en fait comment les deux types d'immeubles. Ici des immeubles faubouriens donc classiques, des immeubles parisiens classiques, et ici des immeubles en fond de cour. Et donc on voit bien un paysage très contrasté et très étonnant pour Paris. Si on se reconcentre du coup sur les constructions dites légères que vous voyez ici apparaître en rouge bordeaux, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait on s'aperçoit que c'est des constructions qui datent pour la plupart d'avant 1860. Et donc en fait à l'époque, à partir de 1840, entre 1848 et 1860, on va avoir tendance à construire de manière très rapide, de mauvaise qualité, ce qui va être moins le cas après l'annexion de Paris. Donc ça c'est un point qui est très intéressant et qui vous montre aussi que, du coup qu'à partir en fait de ces calepins, on peut vraiment même travailler sur le bâti en tant que tel, sur les matériaux, sur la qualité du bâti, etc. En dernier lieu, sur cette question de typologie urbaine, on va s'intéresser aux impasses et en particulier au lotissement des impasses. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier de la Réunion, mais clairement si vous remontez la rue des Haies ou la rue des Vignoles, vous verrez que ces deux rues sont rythmées par des impasses tous les 10-20 mètres et sont très typiques de ce quartier et représentent un marqueur en fait très fort pour l'identité du quartier de la Réunion. Et en fait, ce phénomène de lotissement des impasses est donc très particulier et en grande partie dû à un parcellaire hérité des vignobles qui s'organisent en longueur. Si vous voyez ici, clairement, on a par exemple ce type de parcellaire. Vous voyez ces longues parcelles qui s'étendent et qui sont appelées en fait par les urbanismes un parcellaire en forme de peigne. Et en fait, du coup, le propriétaire qui se retrouve avec ces lots qui sont très compliqués à lotir, puisqu'il faut pouvoir mettre des constructions jusqu'au fond de la parcelle et gâcher le moins possible d'espace, se voit obligé en fait de construire une fine impasse au milieu de cette parcelle pour permettre aux personnes d'accéder en fait au fond de la parcelle. Donc si sa parcelle est assez large, il peut tout seul décider de construire une petite impasse, mais si elle est trop fine, il faut qu'il s'entende avec son propriétaire voisin et pour permettre de construire une impasse au milieu des deux parcelles, ce qui provoque évidemment souvent des tensions, etc., donc des histoires impossibles dans le quartier. Et en fait, dans un second temps, après avoir fait son impasse, il va subdiviser sa parcelle et relotir la parcelle et les revendre en fait à des petits propriétaires qui vont eux bâtir donc des petites maisons comme vous pouvez le voir ici. Du coup, il y a vraiment une différence aussi de bâti entre l'impasse et l'immeuble de rue qu'on trouve sur les grands axes. Et en fait, ces impasses vont être le seul point d'accès donc pour de nombreux immeubles qui sont situés en fond de parcelle et vont être dans la plupart des cas très rudimentaires puisqu'elles sont à la seule charge en fait du propriétaire et ils sont pas du tout gérées par la ville. Et donc ces voies, donc pas forcément celle-là, ça c'est une photo quand même qui date des années 1930, donc presque 50 ans après notre étude, mais les choses n'ont pas forcément énormément bougé en fait sur cette période pour ces impasses. Et alors celle-ci est plutôt en bon état, mais on retrouve évidemment de très nombreuses impasses complètement boueuses et complètement insalubres en vérité. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui on peut voir le nom des impasses en fait témoigne de leur mode de production, puisque je pense que c'est le cas de l'impasse Rolleboise, mais c'est sûrement le cas de l'impasse Savard ou du passage d'Agorno. Et en fait, ces impasses portent le nom des propriétaires qui ont percé ces impasses et qui ont loti les plus petites parcelles. Donc voilà, encore aujourd'hui, il y a encore cette marque de ce type de lotissement qui est donc très particulier au quartier de la Réunion et qui lui donne en fait tout son caractère et une grande partie en fait de son identité. Donc comme vous pouvez le voir, le calepin permet de retranscrire toute la complexité du paysage urbain de l'époque et de mieux en fait comprendre les modalités de sa construction et en particulier de saisir ce qu'on pourrait qualifier de stratification du bâti sur une période de 20 ans. Donc essayer de bien percevoir à quel moment on construit un étage de plus, à quel moment on monte un immeuble en plus, etc. Et donc de voir presque au quotidien en fait la ville en train de se faire, la ville en train de se construire. Et ça c'est extrêmement intéressant de voir donc cette ville ordinaire se bâtir sous vos yeux et de comprendre qui sont les acteurs de cette construction. C'est extrêmement intéressant et finalement ça a été peu réalisé par des historiens qui avaient tendance à voir ça d'un point de vue plus élevé, et là en se concentrant, en faisant une histoire presque au ras du sol, on peut voir vraiment des nouvelles choses. Alors évidemment la ville ne peut pas se résumer uniquement à du bâti et du solide, c'est aussi des habitants évidemment et des pratiques bien particulières. Et en fait alors le calepin des propriétés bâties est beaucoup plus intéressant sur la question du bâti, sur la description du bâti, mais on trouve quand même un certain nombre d'informations sur les habitants du quartier. Donc là vous pouvez voir une vue de la rue des Haies avec ses petits enfants. Là aussi encore une fois c'est des cartes postales, donc ça date des années 1900 jusqu'à 1914, de la belle époque du coup. Et donc là encore on va continuer à partir du calepin des propriétés bâties et finalement tourner la première page pour arriver à la troisième page du calepin, où là vous avez une description de chaque logement, de chaque appartement de l'immeuble. Alors, vous pouvez constater déjà qu'il y a un certain nombre de problèmes pour l'historien aujourd'hui pour essayer de comprendre, c'est que
une fiche du calepin est jamais l'œuvre d'un seul agent. C'est-à-dire que chaque année, il y a un nouvel agent qui repasse dans l'immeuble et qui va noter les mutations pour l'année qui s'est écoulée. Et alors souvent, c'est pas la même écriture déjà, c'est pas la même méthode aussi. Et c'est-à-dire que pour le cas des appartements, la plupart des agents vont uniquement décrire les appartements de manière très précise, qu'on peut retrouver ici, et noter, mais uniquement décrire aussi la valeur locative qui est très importante pour le calcul des impôts évidemment. Et juste écrire le nom du locataire, mais ce qui nous intéresse pas foncièrement d'avoir uniquement son nom. Mais en fait, pour le quartier de la Réunion et coup de chance, il y a un agent que j'appelle l'agent en rouge parce qu'il est repassé en rouge et il a corrigé comme si c'était des copies d'écoliers, qui a noté en fait le nom de famille et la profession de ses résidents pour l'année, il me semble, 1876-1877. Donc mon étude lui doit énormément puisque ça va me permettre de faire une sorte de recensement pour cette année-là de toutes les professions des résidents. Donc là vous voyez par exemple, j'ai du mal à lire le nom, mais il y a un Lambert qui est emballeur et vous avez une profession un peu plus folklorique avec un Boiré qui est chanteur ambulant. Voilà. Le Boiré qui vit dans deux pièces, une pièce à feu et qui paye un loyer annuel de 140 francs. Voilà, on a une vision très précise des conditions de vie de ces personnes. Donc sur ces fiches, j'ai déjà relevé autour de 1400 résidents avec pour tous leurs professions. Donc si on prend le quartier dans son ensemble, on n'est pas très surpris, hein. On a un quartier populaire typique de l'Est parisien avec presque de 80 à 85% de petits artisans. Donc avec une multitude de petites professions, des plus classiques, les cordonniers, les serruriers, les chapeliers, des plus folkloriques comme des coupeurs de poêles, etc. Un secteur important du bâtiment qui doit profiter donc des immenses transformations de Paris mais aussi de la construction du quartier, donc qui s'installe ici de manière assez importante. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est quasi exclusivement des professions populaires, hein. Même les quelques employés qui viennent s'installer ici sont soit des employés fiscaux qui travaillent au mur d'octroi, ou soit des employés des chemins de fer qui travaillent sur la petite ceinture qui est pas très loin du quartier de la Réunion, ou une gare est pas très loin du quartier de la Réunion. Cependant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il va rester des traces encore en 1880 du passé rural du quartier. Et on retrouve par exemple en 1880 un nourrisseur de vaches, encore au milieu du quartier, qui a son champ où il va faire paître ses vaches. Et on trouve presque une dizaine de personnes qui travaillent donc dans ce domaine. Donc j'ai pas le temps véritablement de vous faire un aperçu global de l'ensemble de ces professions. Après il faudrait rentrer dans le détail, essayer de faire des typologies socio-professionnelles, ce qui va être très intéressant dans le cadre de ma thèse, mais qui nécessite un peu plus de temps pour vous présenter. Donc je vais juste me concentrer sur deux groupes. Le groupe le plus important, les ébénistes et le secteur du meuble, qui va s'installer dès le début en fait de l'installation dans le quartier. Et aussi un groupe beaucoup plus restreint, presque à l'opposé de ces ébénistes, un groupe qui paraît presque insignifiant au premier regard, mais qui est en fait très cohérent et qui est très important qui tient une place importante dans le quartier, c'est les forces de l'ordre. Vous verrez, c'est assez surprenant. Donc en fait, pour les ébénistes, le quartier de la Réunion en fait se situe dans la prolongation du faubourg Saint-Antoine, ici par la rue d'Avron. Vous avez la rue de Montreuil et vous allez jusqu'au cœur du faubourg Saint-Antoine. Et ce qui est intéressant, c'est que dès 1848, le quartier de la Réunion devient en fait le faubourg du faubourg, ce qui s'explique en vérité par l'expansion de la production du meuble à la fin du 19e siècle, et évidemment qui va conduire à une expansion du quartier du meuble dans Paris, qui va s'installer donc dans le quartier de la Réunion. Et dès le début, on a l'installation de ces artisans, avec en 1880 presque 22% d'habitants qui travaillent dans le secteur du bois et du meuble, ce qui est évidemment très très important. Et si on regarde précisément le type de profession, on s'aperçoit rapidement d'une diversité de conditions, donc évidemment encore assez importante, hein. Parmi ces ébénistes, il y a de toutes sortes. Il y a des petits patrons qui vont embaucher 5 à 6 ouvriers ébénistes, et il y a aussi l'ébéniste à façon qui lui travaille à domicile avec le travail qu'un patron lui a donné et la matière première qu'on lui a donnée, et qui travaille donc au quotidien à domicile et qui est très précaire. Donc un grand écart entre ces ouvriers, mais ce qui les rassemble, c'est une même production en vérité. Parce qu'on trouve aussi des professions complémentaires comme des vernisseurs, des polisseurs ou des sculpteurs sur bois, des professions donc assez variées qui me témoignent bien en fait de la qualité en fait de la production du meuble. Puisque, alors pour faire très simple et globalement, on sépare les producteurs de meubles et les artisans, la population d'artisans du meuble en 3 catégories. L'artisanat de luxe, avec autour de 4000 ouvriers à Paris qui sont vraiment héritiers du savoir-faire des grands ébénistes du XVIIIe siècle. L'artisanat plus courant, qui va plus s'adresser à la petite bourgeoisie, à la moyenne bourgeoisie ou aux grands magasins, et qui va représenter le cœur de ce secteur du meuble.
et en fait une grande partie aussi de ces artisans qui vont être un peu les prolétaires du meuble et qui vont être ce qu'on appelle des trollers. Alors les trollers, leur nom signifie en fait se promener en se balançant, parce qu'ils produisaient leur meuble à domicile et ils allaient le vendre après dans un marché à ciel ouvert autour de Ledru-Rollin. Et donc évidemment ils étaient accusés, du coup ils cassaient les prix, ils étaient accusés par les autres artisans du meuble de briser les prix, et aussi ils produisaient des meubles de très faible qualité, ce qu'on appelle des meubles ballons. Donc en fait ils essayaient au plus possible de mettre le moins de bois, et donc du coup au moindre choc le ballon explosait comme le meuble explosait comme un ballon du coup. Et ce qui est intéressant, c'est que traditionnellement Charonne, et donc le quartier périphérique au faubourg Saint-Antoine, est perçu comme le lieu de la troll et de la production de mauvaise qualité. Et d'un point de vue élevé, on pourrait avoir cette impression, mais en fait, si on regarde à partir des calepins des propriétés bâties de manière très précise, on s'aperçoit d'une part évidemment qu'il y a une grande diversité des professions et des petits ateliers, ce qui montre bien que c'est pas juste une personne qui construit son petit meuble de son côté, mais qu'il y a un microcosme qui tourne ensemble au milieu des cours avec plusieurs artisans qui travaillent sur un même meuble et qui vont l'améliorer, qui donc a priori ont une production de plutôt bonne qualité. Et surtout, normalement, les trollers sont censés échapper à ce qu'on appelle la patente, qui est une sorte d'impôt sur l'activité. Et quand on regarde justement, à partir encore du calepin, quand on regarde véritablement les ateliers d'ébénistes, on s'aperçoit qu'ils sont quasiment tous soumis à cette patente. Donc ce qui témoigne bien qu'il y a une production en tout cas de bonne qualité dans le quartier de Charonne. Ce qui ne veut pas du tout dire que les trollers ne sont pas installés aussi dans Charonne, mais ce qui veut dire qu'il y a une diversité de types de production sur ces aspects-là. Alors, intéressons-nous maintenant à l'investissement des ébénistes dans le quartier de La Réunion. Ici, vous avez une carte en fait où vous voyez en bleu les parcelles où sont installés des ébénistes, avec en bleu plus foncé évidemment là où il y a le plus d'ébénistes. Donc ici, le bleu le plus foncé que vous avez, il y a une quinzaine d'ébénistes. Et en fait, on s'aperçoit donc ils se sont diffusés dans tout le quartier. Ils sont assez présents un peu partout sur l'ensemble des voies que j'ai pu dépouiller, mais ils sont avant tout, surtout présent, et on s'aperçoit en regardant d'autres types de sources que c'est ici qu'ils vont s'installer en premier, au plus près donc du faubourg Saint-Antoine, au bas de la rue des Haies, et après ils vont en suivant le développement du quartier de La Réunion, ils vont se diffuser dans l'ensemble du quartier. Pour vous donner un ordre d'idée, à Charonne ils sont autour de 1500, donc sur l'ensemble du quartier administratif de Charonne il y a 1500 ébénistes. Il y en a quand même près de 400 dans ces 4-5 rues que j'ai pu retrouver. Donc ce qui vous montre bien que c'est vrai, on est au cœur du secteur du meuble pour le quartier administratif de Charonne. Et donc en fait ces ébénistes donc vont être la principale activité du quartier et surtout vont participer à la construction donc de l'identité du quartier. Et dès 1860, La Réunion c'est un quartier du meuble et un quartier du bois, et ça le restera pendant assez longtemps. Donc le second groupe que j'ai voulu prendre complètement opposé, c'est celui des forces de l'ordre. En fait j'ai été très surpris puisqu'en dépouillant le calepin, je tombais de plus en plus sur des sergents de ville, des gendarmes, etc. Et j'en ai trouvé donc qui représentent quand même près de 6% de la population, ce qui peut paraître peu comparé aux 22% des ébénistes, mais qui pour des gendarmes ou des sergents de ville paraît assez important. Donc ça m'a beaucoup étonné, et passé en fait la première déception, parce que quand je me suis concentré sur le quartier de La Réunion, je pensais trouver un quartier extrêmement populaire. Ça va devenir un quartier d'anarchie, ça va devenir le quartier des Apaches parisiens. Donc je me retrouvais en fait avec un quartier de policiers. Donc passé cette première déception, je me suis vraiment intéressé à cette question et j'ai vraiment voulu aller plus loin pour comprendre les raisons de l'installation de ces sergents de ville. Donc. Et pour prendre un exemple, donc vous avez là la carte de la résidence des policiers. Et vous constatez qu'elle est beaucoup moins diffuse que celle des ébénistes. Enfin, ils sont moins nombreux certes, mais vous remarquez qu'ils vont se concentrer sur quelques immeubles comme celui-là ou celui-là. Et si on prend celui-là, donc qui est sur la rue de la Réunion, au 16-18 rue de la Réunion, on en trouve quand même près d'une dizaine de membres de force de l'ordre, ce qui est assez important pour un immeuble de 4-5 étages. Enfin, je sais même pas s'il fait 4-5 étages, peut-être seulement 2 ou 3. Alors, leur présence s'explique à la fois par le transfert d'une brigade qui était avant à Montreuil au cœur du quartier, mais sur les 70 gendarmes qu'on a pu retrouver, enfin les 70 membres de force de l'ordre, on peut douter qu'ils travaillent absolument tous dans le quartier. Parce que je vais vous montrer par exemple une carte postale du commissariat de la rue Alexandre Dumas, et si vous comptez l'ensemble de ces gendarmes, ils sont pas très très nombreux quand même, c'est pas des grands commissariats, c'est des petits commissariats. Et donc je me suis demandé vraiment, et ça c'est une question sur laquelle il faut encore que je continue à travailler, mais qui a été révélée en fait par le calepin des propriétés bâties, comment ça se fait que La Réunion ait attiré autant de gardiens de la paix et attiré au-delà de ses frontières finalement.
Donc une des premières hypothèses que je peux émettre, c'est que voilà, cette profession elle est souvent très très mal perçue par les classes populaires. Et finalement, ils se seraient regroupés pour une sorte de moyen de se protéger, de s'organiser entre eux, peut-être aussi pour fuir des quartiers plus dangereux comme Belleville ou le Faubourg Saint-Antoine, justement plus révolutionnaires et plus chauds pour des gendarmes. Et donc ce rapprochement témoignerait de cette volonté de se protéger du reste de la population, ce qui fonctionne pas forcément. Ce que j'ai pu retrouver à l'occasion de la Commune de Paris, il y a une personne qui a été arrêtée avec une bande et qui avait fait en fait le tour de tous les appartements des policiers du quartier alors qu'ils étaient partis pendant la Commune de Paris et qui se sont fait arrêter après à la fin. Mais même pas pour des actes de résistance héroïque pendant la Commune, parce qu'il était caché dans la cave directement. Il avait juste fait le tour des appartements des policiers. Et donc ce qui est intéressant d'un point de vue plus général, c'est qu'on voit du coup à travers ces deux groupes des logiques d'installation complètement différentes et des stratégies individuelles ou de groupes parfaitement distinctes. Et quand on veut s'intéresser justement aux manières d'habiter, c'est aussi intéressant de voir au plus près, d'analyser du coup à partir du calepin ce type de choses, parce qu'il n'y a vraiment pas une seule manière d'habiter dans un quartier, il y en a une multitude. Et il va falloir du coup au cours de ma thèse que je réussisse à déterminer bien des typologies différentes pour ces habitants. Parce que si on prend, enfin on y reviendra, mais sur les ébénistes, il y a aussi parmi les ébénistes des manières différentes d'habiter le quartier. Donc justement, pour finir, on va s'intéresser aux manières, plus concrètement aux manières d'habiter, justement, à partir de la description toujours du calepin, donc toujours sur cette 3e page, des appartements. Donc vous avez, là aussi encore une fois, ça paraît pas très clair, ça vous montre aussi toute la difficulté de travailler sur le calepin des propriétés bâties. C'est-à-dire que c'est beaucoup de ratures, etc. Donc il faut savoir lire derrière la rature et avec l'écriture du 19e siècle. Donc je vois qu'il y en a qui se connaissent. Mais et en fait voilà, mais à partir de ça quand même, à partir d'une étude de ce type de ces typologies d'appartements, on peut avoir une vision assez générale des formes de conditions d'habitat au sein du quartier. Alors là encore, a priori à première vue, ça n'a rien d'étonnant. On constate que la plupart des gens vivent dans des petits appartements autour de 2, avec une moyenne de 2,6 pièces par famille. Chiffre en plus qui comprend les pièces comme les cabinets ou la cuisine qui sont des pièces minuscules. Donc si on enlève toutes ces pièces et qu'on garde les pièces à vivre qui sont dénommées soit sous le terme de pièces à feu ou de pièces sans feu. Enfin là il y a 2 pièces à feu, mais il y a soit pièces à feu soit pièces sans feu. Et si on ne prend que ces pièces, on s'aperçoit qu'en fait la plupart des gens vivent dans 1 ou 2 pièces. Après ce qui est dommage, c'est qu'on a que le nom de ce qu'on appelle le chef de famille et qu'on n'a pas une précision sur justement sur le reste de la famille, et on ne peut pas savoir à combien ils vivent dans ces pièces, mais on peut imaginer que dans certains cas ils sont assez nombreux quand même à vivre dans ces petits appartements. Alors ce qui est intéressant, c'est que aussi quand on regarde de façon précise, on s'aperçoit qu'il y a des déménagements parfois au sein même d'un immeuble, que des personnes échangent d'appartements, etc. Et donc il y a des mouvements en permanence, des gens qu'on retrouve dans le quartier, des gens qui changent d'appartement. Donc ça et il est pas rare aussi qu'on retrouve dans une même fiche de nombreux membres d'une même famille qui viennent investir l'immeuble de façon assez importante. Et comme je vous l'ai dit, il y a 2 modèles qui ont l'air de subsister a priori. C'est la maison d'impasse, donc qui représente l'habitat individuel, et la maison d'immeuble qui est donc un habitat collectif. Et donc je m'attendais à ce que la césure et les différentes, qu'il y ait une vraie rupture entre ces 2 manières d'habiter. Et alors si on s'appuie uniquement sur la valeur locative, donc la valeur locative c'est le calcul du loyer maximum qui pourrait être payé pour l'ensemble d'une année. Et en fait si on s'appuie sur le calcul de cette valeur locative, on s'aperçoit que pour les logements sur rue, ils sont autour de 200 francs pour l'année, et que les logements sur les impasses sont aussi un peu en dessous, mais presque pas très loin, autour de 200 francs. Donc ce qui montre s'il y a des manières différentes d'habiter, il n'y a en tout cas pas une différence de prix colossale, et donc il n'y a pas des différences de goût forcément, et des différences de statut social entre les différents habitants. La rupture, et c'est là que j'ai été le plus surpris, c'est qu'elle se situe en fait entre les appartements qui donnent sur rue et les appartements qui donnent sur cour. Puisque ceux qui sont sur rue donc ont une valeur autour de 210 francs, et ceux sur cour de seulement 173 francs. Et ce qui marque vraiment une grosse différence. Et c'est vrai qu'en fait après en regardant un peu plus précisément, on s'aperçoit que les logements sur cour sont souvent des lieux de relégation. On a les professions les moins cotées, on va dire. Et je vous donnerai juste l'exemple du 94 rue de la Réunion. Au dernier étage du bâtiment sur cour, on trouve 3 logements, 3 petits appartements qui ont uniquement une valeur locative de 100 francs. Et dans ces 3 appartements vivent uniquement des veuves. Donc on a tout un étage où il n'y a que des veuves. Et en fait, moi je m'attendais pas du tout à ce résultat, j'étais très surpris. Et cette relégation et cette apparente précarité de la condition des femmes, de ces femmes seules, donc qui vivent avec souvent très peu,
elles se retrouvent dans tout le quartier. On retrouve systématiquement les veuves habitent en général dans ces fonds de cours, au dernier étage si possible. Donc on a l'impression qu'on les éloigne le plus possible du quartier. Donc c'est assez fascinant, et ça c'est encore une chose qu'on ne peut voir que quand on étudie de façon très précise les typologies d'habitat et qu'on regarde de façon précise les immeubles de façon à étage par étage, appartement par appartement. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'ai essayé de faire assez court pour nous laisser le temps de la discussion. Juste pour finir, j'espère que je vous ai montré donc l'utilité de cette source, mais du coup que certains en connaissent et voient et sont conscients de ça. Mais pour moi, elle est très utile dans la description d'un quartier, tant sur la fabrique urbaine que sur les manières de l'habiter. Et globalement, plus généralement, c'est une source inestimable pour l'histoire de Paris au XIXe siècle, qui est assez avare en sources justement. Alors, pour revenir justement à ma thèse, ces calepins servent de socle, mais ne peuvent pas suffire en fait à répondre à toutes mes interrogations. Et il est par exemple impossible d'appréhender de manière satisfaisante les stratégies et les trajectoires individuelles. Et par exemple, je vous parlais des ébénistes, mais à partir du calepin des propriétés bâties, je peux pas savoir d'où ils viennent. S'ils viennent du faubourg Saint-Antoine ou s'ils viennent d'ailleurs. C'est en me concentrant sur les actes de mariage que j'ai pu constater que la moitié venait du faubourg Saint-Antoine et l'autre moitié venait plus de l'Est de la France ou du Luxembourg ou d'Allemagne. Et là, on voit bien que quand on creuse un peu, on voit des césures du coup qui continuent à se découper parmi cette catégorie d'ébénistes, par exemple. Et donc voilà, pour comprendre encore mieux ces aspects, il est donc nécessaire de croiser les sources. Et c'est l'avantage aussi d'avoir un quartier aussi petit, c'est que je peux multiplier les angles d'approche, les différentes archives. Et donc un travail que je vais continuer à poursuivre à partir de ce socle donc des calepins des propriétés bâties. Et pour finir, je vous donnerai juste un exemple d'un parcours individuel qui éclaire aussi l'installation des habitants du quartier. C'est le cas de Nicolas Dorgé, que moi j'avais relevé en fait dans un acte de mariage et sur le calepin, que j'avais retrouvé. J'étais assez content que ça colle. Mais en fait, grâce au travail assez remarquable de l'association qui est présente du coup ici, de généalogistes qui travaillent sur Éclat de bois, et qui se concentre justement et qui essaye de recenser l'ensemble des ébénistes et des travailleurs au cours du XIXe siècle. En fait, en cherchant sur leur site internet éclatdebois.fr, il me semble, vous trouverez ça sur Google, j'ai pu retrouver ce Nicolas Dorgé et comprendre en fait les étapes de son installation dans le quartier, le suivre en fait en amont du quartier de la Réunion. Et donc, ils ont fait ce travail-là à partir de nombreuses sources, mais on comprend donc qu'il est né en 1808 par exemple, qu'il a demeuré au cœur du faubourg où il a exercé sa profession d'ébéniste pendant très longtemps, pendant une cinquantaine d'années, puisqu'on le retrouve au 182 et au 133 rue du faubourg Saint-Antoine. Et en fait, en 1852, on retrouve sa trace puisqu'il est incarcéré pour des faits de mendicité juste après la perte de sa femme. Et en fait, on apprend pour l'anecdote qu'il a aussi un tatouage de Bacchus sur un tonneau sur son avant-bras. Donc moi, ça m'a fait rire, mais bon, c'est pas très important ça m'apporte pas grand-chose, mais moi, ça m'amuse. Et finalement, moi, je vais le retrouver s'installant dans le quartier de la Réunion au 51 de la rue de la Réunion. Et je vais aussi retrouver son remariage, en fait, où il se marie avec une couturière. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on constate que sur ce mariage, sur les 4 témoins du mariage, tous viennent du faubourg Saint-Antoine. Donc on voit qu'il s'installe dans le quartier certainement parce qu'à la perte de sa femme, une perte de revenus complémentaires, donc une précarité plus forte, il va devoir s'éloigner du centre de Paris. Mais il garde évidemment des attaches très fortes avec le faubourg Saint-Antoine. Donc vous voyez qu'en multipliant ces sources et en s'appuyant sur le calepin des propriétés bâties, on peut vraiment suivre des habitants au cas par cas et comprendre en fait leur stratégie d'installation et comprendre du coup comprendre un peu mieux ce que c'est que la ville de Paris au XIXe siècle. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir bien présenté comment à partir du calepin on peut... excusez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez des questions, levez la main. Voilà, vous avez évoqué les sergents de ville dans le quartier de la Réunion. Oui. Alors peut-être, c'est une suggestion, je ne sais pas, vous connaissez peut-être le plus ancien, commissariat de police qui se trouve à l'angle de la rue des Haies, qui aboutit presque sur la rue des Pyrénées. Oui, je vois. Le plus ancien. Alors il y en a effectivement 2 donc qui se situent si on regarde un plan un peu détaillé, il y en a un effectivement qui se situe ici et un ici. Oui, à l'angle de la rue des... Il existe voilà. toujours. Mais en fait, il y a aussi des cartes postales de ce commissariat et on s'aperçoit que c'est aussi un petit commissariat en vérité. Et moi je suis le plus important justement, il réunissait le quartier Saint-Blaise d'après des documents que j'ai consultés. Voilà. C'est un plus, je vous donne ça. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez nous situer la mairie de Charonne.
J'entends bien évidemment avant l'annexion. Avant l'annexion, eh ben, elle se Où elle était, la mairie? Elle se situe au plus près, alors je sais pas si on la voit bien, je pense que ce sera plus clair sur la première carte. Elle se situe en fait au plus près de l'église Saint-Germain-de-Charonne. Il me semble même qu'elle a été installée à un moment dans un bâtiment qui touchait l'église de Saint-Germain-de-Charonne. Et donc, je retrouve ma souris, elle est située ici. Voilà. Et c'est vraiment le centre névralgique de cette commune qui est encore jusqu'en 1860 habitée par des petits cultivateurs, etc. Et donc il y a un écart entre ce vieux village qui restait un village de cultivateurs et ces faubourgs qui sont devenus des faubourgs d'ouvriers et qui se retrouvent par exemple en 1848, au moment de la Révolution, il y a la garde nationale du village qui reste fidèle à l'État et les faubourgs du coup aux portes de Paris qui eux se révoltent. Donc il y a vraiment et cette percée de la Réunion, cette opération urbaine de la Réunion vise donc à réunir d'un point de vue urbain mais aussi d'un point de vue social en fait cette commune. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les décisions de l'administration municipale et comment elle les prenait en matière de Vière, en matière de PLU? Est-ce qu'il existait quelque chose, un embryon de ce type de décision? Alors, vous parlez avant l'annexion, l'administration de Charonne ou l'administration de Paris? Avant 1860? Oui, enfin, alors, à la période de 60. C'est très difficile en fait de comprendre un peu comment fonctionne l'administration communale de Charonne puisque la plupart des archives ont brûlé. Donc on a du mal à vraiment analyser ça de façon précise. Alors c'est pas un PLU, non, c'est plus je pense que c'est plus par déjà c'est un temps long mais comme aujourd'hui, mais il y a vraiment une réflexion qui s'est développée tout au long des années 1840, peut-être même en 1830 sur la nécessité de cette voie-là. Et il y a en fait un conseil municipal composé de notaires, d'édiles locaux qui vont prendre cette décision-là, mais un peu sans véritablement de PLU, sans aide extérieure. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement quelle est la logique par exemple de cette percée de la rue de la Réunion qui se retrouve d'un point de vue urbain, par exemple dans la percée de la rue des Pyrénées, donc de l'ancienne rue Puebla, et de l'installation de la place Gambetta. On a les mêmes logiques, les mêmes réflexions d'un point de vue urbain, et ça c'est intéressant de remonter le fil, ce que j'ai pas encore fait véritablement, mais c'est aussi très dur parce qu'il y a un manque d'archives assez important sur ces questions-là. À propos des calepins, il y a un seul calepin pour un immeuble. Oui, alors c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que c'est par numéro de rue. Donc un immeuble peut comprendre plusieurs bâtiments par exemple, mais voilà, c'est oui, effectivement. Et donc ça correspond, c'est pas tout à fait un parcellaire par exemple. Il peut y avoir 2 numéros de rue sur une même parcelle par exemple. Donc c'est pas exactement un parcellaire, c'est quelque chose d'un peu hybride qui échappe un peu à... Il n'y a pas moyen d'avoir d'informations. Non, a priori non. Si c'est manquant, c'est manquant. Ouais, si c'est manquant, c'est manquant. Et vous le voyez sur ma carte, j'ai quand même des petits manques, des trous quand même sur cette carte. Ici, et c'est certainement des fiches qui ont disparu. Ouais. J'avais une question à poser par rapport au plan d'occupation des sols, aux parcelles en question. C'est-à-dire qu'on va investir ce quartier, on va bâtir sur ce qu'était le parcellaire existant. Oui. C'est-à-dire qu'à aucun moment on intervient pour essayer de reconformer les choses et d'avoir une vision, je dirais, plus intelligente. Oui, alors effectivement, par exemple, je vous avais dit au début que je travaillais sur une page blanche, la construction de l'urbain, mais c'est jamais une page complètement blanche, et il y a ce parcellaire agricole qui va conduire par exemple au lotissement des impasses. Mais après, vous pouvez voir que les impasses, elles n'ont pas exactement toute la même forme. Là, la rue D, c'est un sentier agricole très, très ancien, et on retrouve donc ces parcelles agricoles de vignes. Par contre, sur la rue de la Réunion, sur certains endroits, on a une recomposition, mais qu'en fait, à mon avis, plus une division de la parcelle suite à la percée. Et non, il n'y a pas du tout cette conscience et ce qu'on va retrouver à Paris avec l'haussmanisation, où ils vont autour des percées reconfigurer toutes les parcelles, on n'a pas du tout ça. Et du coup, ce qui est pas très intelligent, mais ce qui fait aussi le charme du quartier, du fait de son bâti un peu hybride. Du maraîchage et des vignes, et sur la rue de la Réunion, on trouvait quelques corps de ferme. Et du coup, j'imagine des vaches, puisqu'on retrouve des nourrisseurs de vaches jusqu'en 1880, donc voilà. Voilà, quelque chose de très très agricole, très rural. Je pense, oui. Je pense qu'il n'y avait pas de... Je suis pas sûr, à vrai dire, hein. Je m'avance parce que pour moi, je connais pas vraiment très très bien ce sujet. Mais oui, je pense qu'entre 1848 et 1860, il n'y a pas d'interdiction probante, hein. C'est assez... chacun fait un peu ce qu'il veut à l'époque dans ces quartiers-là.
Oui, moi je voulais vous poser une question au sujet de ce calepin. C'est la première fois que j'entends parler de ce genre de document. Est-ce que c'est un document qui est spécifique à Charonne ou est-ce qu'il existe pour l'ensemble des arrondissements de Paris, par exemple? Alors, et est-ce qu'on trouve dessus les modifications qu'un immeuble a pu subir au cours des années? Alors, il existe pour l'ensemble de Paris. Donc moi, je me suis concentré sur ceux du quartier, mais en fait, il y a une grande variété aussi de manières de remplir ce calepin. Donc, ce qui fait qu'on trouve, si on prend une rue à l'autre, on trouve pas exactement la même chose. Mais a priori, oui. Normalement, il y a les mutations du bâti sur la plupart des fiches. J'ai à faire des recherches sur un immeuble qui a subi des modifications. Je pense notamment suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que en ressortant la fiche de ce calepin, je peux retrouver les modifications du bâti. Ces fiches du calepin, c'est sur la fin du 19e. Donc c'est 1852, 1862 et 1872. Et il me semble qu'il y a maintenant des... Voilà. Maintenant, ça a été ouvert au public, celle de 1930, du coup? Ou je sais pas, moi j'ai pas. 1900, d'accord. Excusez-moi, oui, non, il existe bien une continuité. Donc, il existe bien la suite du calepin, mais qui pour l'instant est en cours de traitement et qui posera des difficultés de communicabilité, puisqu'il y a des informations jusque dans les années 80. Donc forcément, on ajoute un délai de 50 ans à la date de 80 ou 86, selon les indications qui sont portées dans ces calepins. Donc pour la partie traitée, on s'arrête bien à juste avant 1900. Oui, à propos de ces calepins, je vous entends. À propos de ces calepins, au début de ma carrière dans les services des contributions directes, en 68-69, j'ai travaillé sur les calepins qui existaient toujours. C'était pas des fiches, c'était des registres reliés. Dans les services d'État de la direction des contributions directes, puis de la direction générale des impôts, c'était des calepins qui étaient tenus à Paris, les inspections centrales des contributions directes, dans chaque secteur. Il y avait des calepins qui étaient reliés et tous les ans, un agent dans chaque secteur allait faire ce qu'on appelait le recensement. Parce que Paris avait un régime spécial par rapport aux autres communes. Il n'y avait pas de commission départementale, communale. Donc, c'était des commissaires répartiteurs et les agents des contributions directes. Et un agent allait faire tous les ans la tournée, ce qu'on appelle le recensement. On allait chez les concierges et on prenait des informations sur les nouveaux locataires, les anciens qui étaient venus, ceux qui avaient un piano, parce qu'il y avait une taxe spéciale, ceux qui avaient des chiens, ceci, cela. On écrivait soigneusement au crayon, et on le faisait au crayon, et quand on retournait au bureau, on mettait au propre les notes qu'on avait prises, et ensuite, à l'aide de ces calepins qui existent toujours, et qui sont versés aux archives départementales de Paris. Et à l'aide de ces calepins, d'autres agents confectionnaient les matrices, ce qui servait à établir les impositions à ce qu'on appelait la cote mobilière, c'est-à-dire la contribution mobilière, et d'autres agents faisaient les avertissements. C'est à la main, tout cela, pour faire les feuilles jaunes qui aboutissaient chez les contribuables et qui disaient ce qu'ils avaient à payer. Ça a perduré jusqu'en 1977-18, lorsque la contribution mobilière a été remplacée par la taxe d'habitation et informatisée, et que l'administration a complètement modernisé son organisation dans la ville de Paris en créant des centres des impôts fonciers. Mais vous voyez que ces calepins sont très complets. On notait tout. Et alors, j'ai un petit détail, c'est que les concierges n'étaient par une disposition non publiée n'étaient pas imposables à la cote mobilière. Ça nous servait en fait de moyen de pression pour dire aux concierges qui étaient un peu réluctantes, si vous collaborez pas, on va vous coller une taxe mobilière. Oui, j'aimerais savoir si on a une idée de, je dirais, du quartier en ce qui concerne les voies, comment elles étaient, est-ce qu'elles étaient pavées, est-ce qu'il y avait du tout à l'égout, est-ce que quel était entre guillemets le confort qu'il pouvait y avoir, ou est-ce qu'il y avait de l'eau à tous les étages, par exemple dans les immeubles qui étaient les plus importants, ou voilà. Alors,
Il y a clairement pas d'eau autour de 1860-1880 dans les immeubles. Ça se développe certainement après, et il y a pour ça le casier sanitaire qui permet d'avoir une vue très précise sur ces questions-là. Sur la voirie, le problème c'est qu'il y a rarement des descriptions de voirie gratuites, donc c'est souvent au moment d'une transformation urbaine qu'on va décrire la voirie préexistante. Donc si elle bouge jamais, on n'a jamais de description, ou si elle bouge pas du fait de l'État ou des pouvoirs publics, on n'a pas de description non plus. Du coup c'est assez compliqué, souvent en plus il y a des stratégies de la part de l'administration publique pour soit charger un peu la rue et dire que c'est bien pire et qu'ils vont faire bien mieux. Donc c'est assez difficile de voir, mais à partir souvent du VO11 qui recense toutes les opérations de voirie, on peut avoir une description de certaines rues. Et oui, mais la plupart du temps elles n'étaient pas pavées, elles étaient de mauvaise qualité. Après oui, c'était de la terre battue, et après sur 20-30 ans il y a eu des opérations de viabilisation qui ont été importantes. Les impasses restent, comme elles étaient souvent privées, la municipalité avait du mal à rentrer dedans et avait du mal à effectivement viabiliser ces voies. Donc ça a été évidemment les dernières voies à être un peu régularisées dans le quartier. Et effectivement assez dangereuses souvent, assez complètement insalubres, mais assez marquant du coup pour le quartier.